600 000 mineurs y ont perdu la vie. Un an après sa découverte dans les Alpes autrichiennes, l'incroyable homme des glaces révèle certains de ses secrets. Les scientifiques s'accordent maintenant pour affirmer que celui qu'on a surnommé Hibernatus est mort il y a environ 5300 ans, à l'âge de 30 ans. Il devient ainsi la plus ancienne momie glaciaire jamais exhumée. Contrairement aux momies égyptiennes, les organes internes d'Hibernatus sont admirablement préservés. Ils fourniront aux biologistes de précieuses informations sur les pathologies et le patrimoine génétique des êtres humains de cette époque. Tournons-nous maintenant vers l'avenir. La NASA s'apprête à retourner à la planète Mars. Comme les sondes Mariner et Viking des années 70, le Mars Observer devrait être mis en orbite autour de la planète rouge au cours de l'année prochaine. Plus performant que ses prédécesseurs, Mars Observer pourra photographier toute la surface de la planète avec une précision inégalée. De son orbite polaire, il observera les changements de saison, les vents violents et les tempêtes de sable. Il analysera la composition minéralogique de la surface et tentera de déterminer si Mars possède un champ magnétique. Mais le but principal de la mission sera d'essayer de comprendre quel rôle l'eau a pu jouer dans le lointain passé de la planète. A-t-elle permis l'émergence de formes de vie primitives? Découverte, d'ailleurs, se penchera sur cette question fascinante dans les semaines à venir. Au retour, comment les ponts déjouent la gravité. Oserons-nous comparer le lait avec Aéro? Aéro contient du lait, l'équivalent de 311,2. Le lait contient des petites bulles, Aéro et tout. Avec du lait, on peut faire des... Avec Aéro, on peut essayer. Vous pouvez envoyer Aéro à un ami. Du lait, c'est une idée. Mais à se comparer, une chose est sûre, il y aura toujours une bonne part de lait dans Aéro. Chaque matin au réveil, et à ce goût de miel de noix qui vraiment émerveille. Avec Cheerios, son miel et aux noix, vous serez au 7e miel. À chaque bouchée, chaque fois, il y a ce goût sans pareil. La bonne grillée de miel de noix, avec Cheerios, son miel et aux noix, vous serez au 7e miel. Nous croyons que la dernière chose dont la planète a besoin, c'est d'une autre voiture. Et pourtant, nous en avons construit une. L'Altima de Nissan. Parce que nous croyons qu'il est possible de construire une voiture qui respecte davantage l'environnement. Une voiture qui allie performance et économie d'essence. Une voiture assez spacieuse pour être confortable, sans prendre des proportions indésirables. Parce que nous croyons qu'une voiture doit être aussi sécuritaire pour ceux qui sont au volant que pour ceux qui ne le sont pas. Et parce que nous nous sommes engagés à prendre la responsabilité de toutes les voitures que nous construisons. La toute nouvelle Altima de Nissan, le moteur d'une génération. Vous avez vu? C'est Jean-Guy, le gars de la quincaillerie. La semaine passée, vous ne l'auriez pas vu, il y avait assez de buée dans mes fenêtres, on voyait rien. Mais Jean-Guy, lui, a vu le bobo. Gérard, t'as trop d'humidité, qu'il me dit. Ta maison est tellement bien isolée qu'elle manque d'air. Je lui dis, hein? Qu'est-ce que je vais faire? Il me dit, tu vas t'installer un échangeur d'air à récupération de chaleur, Venmar. Avec ça, tu vas contrôler ton humidité puis tu ne perdras pas toute ta chaleur. Je lui dis, parle-moi donc du service puis de la garantie. Il me dit, fais-toi-en pas, mon Gérard, tu peux respirer, c'est un Venmar. Les ponts fascinent. Comment parviennent-ils à enjamber tous les obstacles, à se moquer du vide?
Les ponts ne datent pas d'hier. Pour les construire, nos ancêtres utilisaient les mêmes principes que les ingénieurs d'aujourd'hui. Des principes simples dont les humains s'évertuent à reculer les limites. Il y a 3 grands types de ponts. Les ponts en arc, les ponts suspendus et les ponts à poutres. Aujourd'hui, nous verrons les ponts à poutres. Ce sont les plus nombreux. Les voies élevées, les échangeurs, les viaducs sont tous des ponts à poutres. Le principe, une poutre que l'on couche sur 2 piliers. Rien de sorcier. La distance entre les piliers, ce qu'on appelle la portée, dépend du poids de la poutre et de sa rigidité. D'où une course pour trouver des matériaux de plus en plus rigides et de plus en plus légers. Le pont Victoria à Montréal, construit en 1860, la distance entre 2 piliers jusqu'à 100 mètres. On a réussi l'exploit grâce à un nouveau matériau, l'acier. Il allait révolutionner la conception des ponts, jusqu'ici réservés au bois et à la pierre. 60 ans plus tard, un autre pont à poutres allait marquer l'histoire des ponts, c'est le pont de Québec. À l'époque, en 1917, c'est le pont qui possède la plus grande portée au monde. L'espace entre ces 2 appuis atteint 548 mètres, du jamais vu. Aujourd'hui, les ponts suspendus ont plus que triplé ce record. À défaut d'être champion toute catégorie, le pont de Québec est demeuré champion de sa catégorie. Le pont de Québec est un pont à poutres cantilever. Qu'est-ce qu'un pont cantilever? Les travailleurs du début du siècle se sont amusés à le faire comprendre à leurs contemporains. Nous allons reprendre leur explication. Un pont cantilever, c'est 2 balançoires qui se font face. Un poids s'accroche à l'un des bras de chaque balançoire, ce qui permet à l'autre de s'élancer dans le vide. Il ne porte sur rien. Il est en porte-à-faux ou en cantilever. Entre les 2 bras, un espace libre que l'on comble par une poutre. Résultat, un grand espace libre sans aucun pilier, ce qui permet au bateau de passer. Pour solidifier le tout, on peut ajouter des membrures. Certaines tiennent par le bas. D'autres membrures tiennent par le haut. Ici, ce sont les bras des 2 étudiantes en génie, Annie et Sylvie. Dans les 2 cas, la charge est transférée directement au pilier. Est-ce solide? Eh bien, on va voir. Êtes-vous prête? Ah ben oui, c'est très solide. D'ailleurs, vous savez, le pont de Québec, qui a été construit selon cette même technique, tient bon après 75 ans. Depuis, les ingénieurs ont délaissé les ponts cantilever à ossature métallique complexe. Ils sont trop coûteux à construire et à entretenir. Maintenant, les ponts à poutres sautent moins loin et utilisent des structures plus simples. On peut les construire soit en acier, soit en béton. On donne de la résistance aux poutres de béton en y ajoutant des barres d'acier ou des câbles tendus. Le béton est plus économique, mais son poids en limite la portée. Ici, près de Grand-Mère, un pont à poutres en béton fait un bond de 182 mètres au-dessus de la rivière Saint-Maurice. C'est l'un des plus longs ponts de ce type au Canada. En plus des ponts à poutres, les ingénieurs peuvent construire des ponts en arc et des ponts suspendus. C'est une histoire à suivre. L'Institut de neurologie de Montréal est inauguré en septembre 1934. Cet institut sera dirigé pendant presque 30 ans par le Dr Wilder Penfield. C'est à Penfield que nous devons une grande partie de nos connaissances sur l'épilepsie et le fonctionnement du cerveau. Ses travaux à l'Institut de neurologie de Montréal ont passionné les neurophysiologistes et les psychologues du monde entier. Au retour, un appareil qui permet de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Les ingénieurs
ingénieurs d'Oldsmobile n'ont pas oublié que les vrais passionnés de voitures recherchent avant tout trois choses. Le souci du détail, le souci du détail et le souci du détail. Voici le coupé Achieva SC 1993 d'Oldsmobile. L'intelligence et la beauté, jusque dans les moindres détails. Vous me reconnaissez? C'est moi, J.C. Lauzon. En vedette cette semaine, Belle Mobilité. Le meilleur moyen de rester en contact partout et en tout temps. En tout cas, on voit ici une conférence d'entrepreneurs en air conditionné. Ici, deux ballerines discutent tutu. Et là, deux microbiologistes échangent leurs idées. Belle Mobilité, c'est tous les services de communication mobile sous un même toit. Belle Mobilité, en contact partout et en tout temps. Il était une fois les débuts de la télévision à Radio-Canada. Ici Radio-Canada. Pour ce 40e anniversaire, Radio-Canada a réuni des documents d'archives et vous offre pour la première fois la collection Vidéo Souvenirs, les classiques des années 50. Procurez-vous cette collection unique, disponible en 4 volumes, qui vous fera revivre quelques-uns des grands moments de la télévision. Revoyez avec plaisir Le Survenant et la famille Plouffe, Radisson et Pépineau, Le roman de la science et Point de mire, Les belles histoires des pays d'en haut et La poule aux œufs d'or. Retrouvez vos vedettes des premiers téléromans, les personnages de vos premières émissions jeunesse et vos animateurs préférés de l'époque. Chaque vidéocassette comprend 2 émissions et est offerte à seulement 19,99 $. Économisez 25% en vous procurant la collection complète à seulement 59,99 $. Préparez votre chéquier ou votre carte de crédit et commandez maintenant en composant le 88 650 1952. Une collaboration du mouvement des Caisses Desjardins. Salut! Cette fresque à l'Institut neurologique de Montréal a pour thème l'évolution de la neurologie, comme par exemple avec cette trépanation préhistorique. On voit ici un diable s'échappant de la tête d'un malade opéré, en passant par Hippocrate, qui est à l'origine du serment que prêtent les médecins d'aujourd'hui. Une patiente traitée par les médecins de l'Institut, une opération chirurgicale moderne, la recherche qui se fait dans le domaine du cerveau, tout cela sous les yeux des grands pionniers de la neurologie, Pavlov, Alzheimer et le Dr Wilder Penfield. La contribution du fondateur de l'Institut de neurologie est capitale. Grâce à ces opérations, il a réussi à localiser le siège précis de plusieurs fonctions cérébrales, telles que l'ouïe et la vue. Il serait émerveillé de voir qu'aujourd'hui, à l'Institut, il y a un nouvel appareil qui permet de voir le fonctionnement du cerveau sans chirurgie. Soyez-vous, s'il vous plaît. Le docteur Catherine Bushnell s'apprête à prendre une photographie du cerveau. Sa caméra est un appareil révolutionnaire, le tomographe à émission de positons, le TEP. Il est rare, seulement 4 au Canada, et dispendieux, près de 3 millions de $ l'unité. L'Institut de neurologie de Montréal s'en sert depuis 4 ans pour étudier le fonctionnement de notre cerveau. Pendant le scan, qui va durer 1 minute, il faut rester très tranquille, OK? Pour la première fois, il nous permet de voir, sous forme de tranche horizontale ou verticale, l'activité de notre cerveau lorsque nous exécutons différentes tâches. L'éminente neuropsychologue Brenda Milner a tout de suite saisi l'importance de ce nouvel outil. Elle a passé sa vie à tenter de comprendre le fonctionnement du cerveau, soit en observant les symptômes des malades ou, comme ici en chirurgie, lorsqu'elle travaille en collaboration avec le neurochirurgien. Avec le TEP, on ne fait aucune invasion physique du cerveau et on voit ce cerveau fonctionner d'une façon normale. Et nous avons le contrôle du consigne, du processus mental. On pose une question, un problème à l'individu et on voit la coactivation des différentes zones du cerveau en réponse à nos questions, à nos consignes. Alors c'est, du point de vue de l'imagination des chercheurs, c'est vraiment passionnant de voir ça. C'est une nouvelle image que Bob a recréée ici. Le docteur Bushnell fait partie d'une équipe de jeunes chercheurs de l'Université de Montréal fascinés par les applications possibles du TEP. Cette équipe étudie la dimension psychologique de la douleur.
Le tomographe à émission de positons leur a permis de visualiser les régions du cerveau qui s'activent lorsque nous ressentons de la douleur. C'est basé sur un principe de flot sanguin. Comme un muscle, qui lorsqu'on bouge notre jambe, on a besoin de plus de sang pour se rendre aux muscles, qui travaillent plus fort. La même chose se trouve au niveau du cerveau. Lorsqu'il y a des régions du cerveau qui fonctionnent plus que les autres, il y a une augmentation de sang qui se rend à ces régions-là. Avec cette méthode, on mesure le sang qui se rend à ces endroits. Pour suivre la trajectoire du sang dans le cerveau, cet appareil, un cyclotron, produit du fluor radioactif qui servira de marqueur. Ce fluor est ensuite mélangé à du glucose. Ce sucre devient donc marqué radioactivement. Les doses préparées sont minimes. En fait, la radioactivité absorbée est équivalente à celle que l'on reçoit lors d'un vol transatlantique. Ce glucose radioactif est directement injecté dans le bras du sujet. Maintenant, on est prêt pour la première injection. Le glucose voyage par le sang jusqu'au cerveau. Du sang, il passe aux neurones, les cellules du cerveau. Là, il libère des particules, des positons, dont la charge électrique est positive. Les neurones, de leur côté, ont des particules électriques négatives. Ces deux particules entrent en collision. Cette collision dégage une lumière que le tomographe réussit à capter. 3, 2, 1, go. Quand elle fait son expérience sur la douleur, le Dr Bushnell applique une légère stimulation électrique au bras. Cette stimulation provoque une arrivée de glucose radioactif dans la région responsable de la douleur. Le TEP enregistre cette activité. Le tout prend 1 minute. Nous avons découvert qu'il n'y a pas seulement une région, mais plusieurs régions importantes du cerveau qui sont stimulées par la douleur. Ceci pourrait expliquer la difficulté que nous avons à soulager la douleur. Pour obtenir ces résultats, le Dr Bushnell doit d'abord prendre une photographie détaillée de l'anatomie du cerveau. À cela, il superpose l'image obtenue par le TEP. Cette première image contient l'ensemble de l'activité du cerveau, incluant les zones activées par la douleur. En soustrayant l'information qui n'a trait qu'au métabolisme normal du cerveau, on obtient une image finale qui ne contient que les zones associées à la douleur. Des régions découvertes, une s'avère surprenante. Dans cette image de synthèse en 3 dimensions, nous voyons en rouge une région du système limbique que l'on a toujours associée aux émotions et non à la douleur. Cette région, qui a toujours été associée aux réactions émotives, est stimulée par la douleur, même en l'absence d'une forte réaction émotive. Les chirurgiens de l'Institut de neurologie de Montréal s'intéressent également au tomographe à émission de positons. Dans le cas de tumeurs ou de malformations des vaisseaux sanguins, il faut souvent ouvrir une première fois pour savoir si des régions sensibles, comme celles de la parole ou de la motricité, seraient affectées par la chirurgie. Une intervention délicate où le neurochirurgien stimule électriquement le cortex et observe la réaction chez le patient. And if you feel anything when I say now, you say yes. Okay? If you feel nothing, you say no. And speak out in good loud voice, okay? Okay. Ready? Yes. And now? Yes. Grâce au TEP, cette chirurgie exploratoire peut dorénavant être évitée dans certains cas. Alors, chez ce patient-là en particulier, on a réussi à déterminer par la technique de tomographie par émission de positons, que la masse de la malformation artério-veineuse se situait en plein dans la région du cerveau qui contrôle le fonctionnement de la main. Donc, une chirurgie directe là, pour extirper cette malformation-là aurait sans doute produit une paralysie. On a pu déterminer ça sans faire de chirurgie, simplement avec un examen de tomographie par émission de positons qui a pris 2 minutes. Pour arriver au diagnostic de ce cas, le Dr Leblanc a d'abord fait subir au patient un examen de résonance magnétique. Cet appareil utilise un champ magnétique 30 000 fois supérieur à celui de la Terre
pour générer des images précises de l'anatomie du cerveau. Cela a donc permis d'isoler la position de la malformation. Un examen de TEP a localisé la région responsable de la motricité de la main. En superposant les deux images, une technique développée à l'Institut, il est possible de voir que la malformation est située exactement au-dessus de la région à ne pas toucher. Le tomographe à émission de positons va permettre de réaliser un vieux rêve, celui de construire un atlas du cerveau, une sorte de carte en 3 dimensions qui expliquera la fonction de chaque région du cerveau. Notre objectif à long terme sera d'utiliser le TEP pour cartographier les différences fonctionnelles dans le cerveau. Si je vous demande de faire un exercice mental, de faire tourner un objet dans votre esprit, allez-vous le faire de la même façon que moi? Eh bien, avec le TEP, nous pouvons commencer à voir comment les individus exécutent des tâches mentales et comment cette exécution varie d'un individu à l'autre. And how they vary from one person to another. Le TEP sera appelé à jouer un rôle important dans ce que plusieurs appellent la décennie du cerveau en recherche scientifique. Mais l'appareil a ses limites. Entre autres, il ne nous donne qu'un portrait instantané de l'activité du cerveau. Il ne nous informe pas sur le déroulement des activités dans le temps et la relation entre les différentes régions. Il devient donc un outil complémentaire. Ça peut nous donner des idées sur les réactions émotives et les réactions à la douleur, mais seulement vraiment sur le plan topographie fonctionnelle, mais pas la compréhension de base de ce que c'est. Là, il faut toujours l'analyse psychologique et aussi l'analyse à l'autre niveau de base neurochimique, moléculaire. Et il y a du travail pour tout le monde là, dans cette grande aventure, la neuroscience. Au retour, des danseuses bien chaussées. L'autopompier célèbre son 10e anniversaire. Faites un vœu. Vous pourriez gagner instantanément l'une des 5 Colt 200E 1992 de Chrysler. Aidez-nous en argent de 10, 100, 500 et 1000 $. De plus, à compter du 24 septembre, 5 autres Colt de Chrysler seront tirés à l'émission Les Démons du Midi. Achetez vos billets auprès des pompiers, des bénévoles et dans toutes les stations Shell participantes. La Loto Pompier 92. Jouez pour gagner. Jouer pour aider. C'est pour une bonne cause. Chez Nissan, nous croyons que ce n'est pas parce que vos enfants se contentent de boîtes à savon que vous devez les imiter. Nous croyons que tous les parents devraient avoir la permission de faire des fugues à l'occasion, de prendre des vacances en famille, qui sont de vraies vacances. Et nous croyons qu'ils méritent une attention particulière dans les moments difficiles de la vie. La nouvelle Quest de Nissan, le moteur d'une génération. Dans un monde en constante évolution, il n'y a qu'une certitude. La force financière du rock, la prudentielle, solide comme le rock. La télévision de Radio-Canada examine pour vous les enjeux du débat référendaire. 60 minutes d'information avec Bernard de Rome et Jean-François Lépine. Le dimanche, ce soir, 19h. Au moment où ils s'y attendent le moins, un événement extraordinaire se produit. Surprise, surprise, ce soir 20h. La danse est une merveilleuse façon de se maintenir en forme, de s'amuser et de donner libre cours à ses élans artistiques. Et la danse, ça commence par un bon soulier.
il y a autant de types de souliers que de sortes de danse. Comme par exemple, pour le ballet jazz, ce qu'on recherche surtout, c'est un soulier flexible et souple. En revanche, pour le tango, c'est plutôt la rigidité et la force qui sont importantes. Ce petit chausson de ballet enveloppera peut-être un jour le pied d'une future prima ballerina. Et à ce moment-là, c'est un chausson comme celui-ci qu'elle portera, à la pointe dure. Et vous savez, il y a tout un art qui entoure sa fabrication. Le ballet classique met en valeur le corps de la femme, gracieux, aérien et filiforme. Déjà au XIXe siècle, on avait imaginé pour allonger les jambes de la danseuse et donner l'illusion qu'elle flotte, lui faire porter une chaussure spéciale, le chausson de ballet. Un chausson doit être ajusté au pied de la danseuse à 1 mm près. Établir un modèle de fabrication de chaussons nécessite un savoir qui est transmis de façon toujours très informelle au sein de la troupe de danse. Maintenant, fais plier. Fais plier. Voilà. Okay. On sent un peu comme si elle allait te sortir du pied. Oui. Voilà. Peut-être on devrait rajouter un quart de pouce ici aussi. C'est ici, à Londres, chez Freed, que les grands ballets, que le Winnipeg Royal Ballet, que le British Columbia Ballet s'approvisionnent. Freed a su mettre sur le marché un chausson ayant un bon support et un grand confort. Tout le soulier est fait à la main. La boîte est formée de 5 couches superposées de toiles de différentes épaisseurs. Entre chaque couche, de la colle, une colle spéciale dont Freed a le secret. La pointe du chausson, appelée boîte, vient s'appuyer contre la première jointure pied-orteil. Debout sur ses pointes, les orteils du danseur effleurent à peine le sol. Au niveau de l'arche du pied, la petite semelle de cuir fournit un support facilitant l'équilibre sur pointe. La découpure du soulier est taillée et cousue selon les mesures du danseur, fournissant ainsi un soutien maximal. La popularité des chaussures Freed tient à l'effet magique de la colle. Séchée, elle offre suffisamment de rigidité à la boîte pour favoriser l'équilibre sur pointe. Par contre, soumise à la chaleur du corps, elle s'assouplit légèrement, permettant au chausson de se mouler au pied du danseur, évitant de le blesser. Danser sur pointe devient alors aussi naturel que de marcher. Nous poursuivrons la semaine prochaine à Découverte notre exploration de la danse en vous parlant des blessures des danseurs et des danseuses de ballet. Le rapport de recherche sur la santé des danseurs met aussi en lumière que la fatigue accumulée à la suite de longues heures de répétition à maîtriser une nouvelle chorégraphie et que l'acharnement mis pour réussir des mouvements difficiles constitue un contexte idéal pour que survienne la blessure. À eux seuls, les sauts causent une usure prématurée de la colonne vertébrale, des hanches, des genoux et des chevilles. Il sera aussi question de cette arme médicale révolutionnaire qu'est la pénicilline. La première démonstration de l'efficacité de la pénicilline a eu lieu en pleine bataille d'Angleterre. Des milliers de soldats ont eu la vie sauve, car sans cette substance, des blessures, même légères, devenaient mortelles par suite d'infections. On peut même dire qu'en plus de changer radicalement la pratique de la médecine, la pénicilline a contribué à la victoire des Alliés. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne semaine et à dimanche prochain. Pour en savoir davantage sur le contenu de la prochaine émission de Découverte, consultez le cahier Santé de la presse, de même que le journal Le Soleil du dimanche.